C'est donc sa première visite d'État à un pays du Maghreb. Oui, certes, il s'était rendu au Maroc pour une visite privée en juin dernier. Il s'était rendu également en Algérie, c'était le mois dernier, à l'époque pour une visite de travail. Mais le terme de visite d'État, le plus haut rang protocolaire, eh bien, il l'a réservé donc pour la Tunisie, où Emmanuel Macron se trouve en ce moment même. Il s'est exprimé aux côtés de son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, l'occasion d'annoncer un certain nombre de partenariats, et notamment dans le domaine économique pour la formation et l'emploi des jeunes. Écoutez. C'est un programme pour la formation et l'emploi des jeunes, adapté aux besoins de l'économie de demain. C'est ce que nos ministres d'enseignement supérieur ont signé. Et ce sera en particulier l'ambition de l'université franco-tunisienne, ouverte sur la Méditerranée et l'Afrique, dont nous avons demandé aux ministres justement de mettre en place les structures et les premiers pas. C'est un élément important à la fois pour la mobilité de nos jeunesses, mais aussi pour donner toutes les perspectives à la jeunesse tunisienne de réussir en Tunisie, ce qui est la perspective que vous voulez porter. Voilà, alors où va la Tunisie aujourd'hui et quel rôle pour la France à ses côtés? On en débat toujours avec à mes côtés Aude Belcanès, politologue, experte auprès d'organisations internationales, auteur des politiques de développement en Tunisie aux éditions des Archives contemporaines. Également avec nous toujours Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Et puis Serge Degallet, vous avez été ambassadeur de France en Tunisie, vous êtes directeur général de la Fondation Prospective et Innovation et directeur général de la Fondation Tunisie Développement, qui justement œuvre en matière d'emploi des jeunes. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, écoutons un autre aspect du discours, puisqu'il a été question bien sûr d'économie, de création d'emplois, mais aussi de coopération renforcée en matière de justice et de sécurité. On sait que la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des gros dossiers communs entre la France et la Tunisie. Il y a d'abord une coopération renforcée donc, dans les domaines de la justice, de la sécurité et de la défense, pour mieux lutter contre le risque terroriste, faciliter aussi la mobilité et agir efficacement contre les migrations irrégulières. Et envoyé spécial de France 24 à Tunis, Vanessa Burgraff est avec nous en direct. Vanessa, ce discours conjoint donc d'Emmanuel Macron et de Béji Caïd Essebsi a bien sûr pour but de sceller l'union, le partenariat entre les deux pays. Est-ce que dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, cela répond aux attentes des Tunisiens? On sait, le peuple tunisien s'impatiente, on a pu le voir au début de ce mois. Alors, savoir si ces annonces vont répondre aux attentes du peuple tunisien, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés. Alors, est-ce que ces chiffres ont une résonance chez les jeunes tunisiens? Ça, je ne peux pas vous le dire encore, Raphaël. En revanche, ce que je peux vous dire, et c'est ce qu'attendaient aussi les autorités tunisiennes, c'est qu'il y ait cette fameuse reconversion de la dette tunisienne en investissement. Ça a été fait, et ça a été fait à hauteur de 30 millions d'euros. La jeunesse tunisienne, il en a beaucoup parlé, Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut miser sur cette jeunesse tunisienne. Et là aussi, il propose la création d'un fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs tunisiens à hauteur de 50 millions d'euros. Une jeunesse, vous le savez, qui en a aujourd'hui ras-le-bol. 30% des jeunes sont aujourd'hui sans emploi. Ils en veulent beaucoup au gouvernement. Ça fait 7 ans, selon eux, que rien n'a changé pour eux. Vous savez, il y a eu ce fameux mouvement Fechtastanou. Qu'est-ce qu'on attend? Et c'est en fait la question qu'ils posent aujourd'hui aux autorités tunisiennes. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà la question aujourd'hui de la jeunesse tunisienne, et qui a le sentiment finalement que les autorités aujourd'hui, cette grande coalition Nida Tounes et Ennahda, qui se sont alliés, ces ennemis d'hier, eh bien passent plus de temps à régler leur bisbis, à chercher tout au moins à préserver leur siège qu'à s'occuper des priorités des Tunisiens. Donc ce soir, vous dire ce que les Tunisiens pensent des annonces qui ont été faites, c'est un peu tôt, et je ne sais pas si ces chiffres répondront aux attentes. Ce que veulent aujourd'hui les jeunes Tunisiens, ils veulent du travail. Et oui, du travail et des éléments concrets, c'est ce que nous disait Nesrine Jouani du mouvement Fechnestanou il y a un instant. Merci Vanessa Burgraff avec nous en direct de Tunis. Serge Degallet, vous, je viens de le dire, la création d'emplois des jeunes, c'est votre domaine. Est-ce que vous avez senti dans le discours d'Emmanuel Macron des éléments concrets qui sont de nature à changer réellement les choses rapidement pour la jeunesse tunisienne?
Tout à fait. Le problème de l'adaptation de la formation à l'emploi est un problème ancien et c'est une des causes principales du chômage. Quand vous voyez les diplômés qui sortent de l'université et qui ne trouvent pas d'emploi, c'est pour partie parce que leur formation ne correspond pas à la demande du marché de l'emploi. Il y a en Tunisie comme en France des emplois qui ne sont pas pourvus, faute de compétences techniques, mais aussi de compétences comportementales, travailler dans une entreprise. Et ce qu'a annoncé le président Macron me paraît aller tout à fait dans le bon sens. Pardonnez-moi, mais c'est du concret au-delà de l'effet d'annonce. Il va y avoir vraiment des emplois créés rapidement grâce aux entreprises françaises, grâce à Xavier Niel qui est venu, si je peux me permettre, dans les bagages d'Emmanuel Macron. Oui, moi je pense qu'il y aura des emplois. Quand vous regardez la demande, les offres d'emploi dans le domaine des nouvelles technologies, vous avez à peu près aujourd'hui 50 000 emplois qui sont proposés à des jeunes. Et cette offre augmente. Parce que chacun sait que en Europe, nous avons un déficit de compétences techniques. Et qu'en Tunisie, grâce à l'effort de formation qui est mené depuis longtemps, nous avons des jeunes gens qui sont formés. Le problème, c'est... Il y a le facteur démographique et le facteur formation qui se combinent pour faire qu'on a une jeunesse, une main-d'œuvre qualifiée abondante, c'est ce que vous dites. Voilà. Si vous prenez les chômeurs, comme vous l'avez dit, il y a 45% des chômeurs qui sont des chômeurs diplômés. Le problème, c'est que... pour une partie d'entre eux, leurs compétences ne correspondent pas à la demande. Et ce qui est très important, et ce qui est en train d'être fait, et Xavier Niel, mais d'autres comme l'école Saint-Plon, c'est de requalifier un certain nombre de jeunes chômeurs pour qu'ils puissent répondre aux demandes d'emploi dans de bonnes conditions, et là la demande est extrêmement forte, et également que les universités, les instituts techniques tunisiens puissent adapter leur formation aux besoins de l'emploi. Oui. Et pour la Tunisie, les besoins de l'emploi, c'est en Tunisie, mais c'est également en Méditerranée, dans le monde arabe, grâce à ce bilinguisme. Et là, il y a un vaste champ d'intervention pour trouver ces emplois et des emplois valorisants qui correspondent aux attentes et qui redonnent un peu d'espoir à cette jeunesse. On repart à Tunis où se trouve Nesrine Jouani, membre du mouvement Fesh Nestanius. C'est ce mouvement qu'attendez-vous en français à l'origine des manifestations au début de ce mois de janvier. Nesrine Jouani, Emmanuel Macron a évoqué une université franco-tunisienne dont le but justement serait de permettre d'améliorer la formation et donc l'employabilité des jeunes. Est-ce que là, vous voyez la possibilité, encore une fois, d'entrevoir un espoir pour les emplois futurs ? Dans ce cas-là, je vais parler tout d'abord comme un membre du bureau d'exécutif de l'UGED, c'est le syndicat qui s'occupe des affaires des étudiants. Là, par rapport aux universités francophones, plutôt franco-tunisiennes, là, certainement, elle sera bien sûr seulement destinée pour une catégorie bien sélectionnée. Peut-être elle sera sélectionnée par rapport à leur niveau financier. Et là, bien sûr, on le refuse. Ça sera pratiquement comme la privatisation de l'éducation. Puisque là, par rapport aux études à l'étranger, seulement, ça sera seulement pour les gens qui peuvent se déplacer, qu'ils ont, pour qu'on soit clair, c'est seulement pour les gens qui ont les moyens pour se déplacer, pour payer les frais chers, pour ne pas dire trop chers, pour ce genre de ces universités. Merci Nesrine. Oui. Ça, dans un cas. Merci. Mais dans un autre cas aussi, par rapport à l'amélioration de l'éducation dans la Tunisie, on n'a pas besoin de l'intervention de qui que ce soit, parce que notre éducation, bien sûr, là, on est en train d'étudier avec le système LMD. C'est pas notre création.
D'accord. Et bien sûr, on a un problème avec ce système-là et d'autres systèmes. Oui. L'éducation ne répond pas au marché. Aux besoins du marché tunisien, c'est ce que vous dites. Exactement, oui, exactement. Vous voyez, là, c'est seulement parce qu'on est en train de pratiquer des systèmes qui ne répondent pas à nos besoins. Merci beaucoup. D'accord, on a besoin d'avoir notre propre système. Merci beaucoup. Merci Nesrine Jouani. Aude Annabelle Canès, on voit une forme d'incompréhension, j'allais dire, en tout cas de rejet, même d'une certaine manière, de cette influence française, de l'initiative portée aujourd'hui par Emmanuel Macron en Tunisie. À quoi vous l'attribuez ? Je pense que c'est une orientation qui est également qui est partagée par le gouvernement tunisien, et ce n'est pas simplement une influence française. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un accord entre les deux pays, d'où la coopération bilatérale. Mais je pense qu'on parle beaucoup des diplômés de l'enseignement supérieur, que la Tunisie a beaucoup de diplômés, mais on ne parle pas de comment la Nesrine Jouani nous parlait d'inégalité criante. En gros, elle nous disait que ça ne profitera qu'à quelques privilégiés qui ont la possibilité de se rendre dans ce type d'université. Donc on est loin effectivement de cette génération très éduquée que compte la Tunisie. Oui, alors la génération très éduquée que compte la Tunisie, c'est pas forcément la génération la plus la génération actuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes bien formées en Tunisie. C'est pas mon propos n'est pas là. Je dis que le système, par contre, pour entrer à l'université et le système de formation universitaire a énormément changé à partir des années 80. Donc on peut plus. Enfin, Dès qu'on a perdu ce niveau de qualification. Oui. Jean-Yves Moisseron, on va parler dans un instant de politique, mais juste pour clore ce chapitre, en réaction à ce que vient de dire là à l'instant Nesrine Jouani, est-ce que cette réaction, elle est représentative de ce que pense une partie importante de la jeunesse tunisienne aujourd'hui ? Je crois qu'elle est au cœur du débat, et je suis encore frappé par le fait qu'on n'entende pas cette jeunesse et les problèmes. Qu'Emmanuel Macron pouvait-il dire d'autre en venant aujourd'hui en Tunisie, qu'annoncer la création d'une université franco-tunisienne, ces 500 millions qui s'ajoutent aux 1,2 milliard de l'Agence française de développement en direction des entreprises, 30 millions pour les PME, les TPE, ça fait quand même... tout ça est très bien. Oui. C'est-à-dire que si la France, l'Europe accompagnent des réformes économiques, des réformes socio-économiques en Tunisie, et que ça permet de débloquer, d'arriver à une deuxième révolution qui serait la révolution socio-économique après la révolution démocratique, c'est parfait. Le problème là, c'est qu'on l'entend, c'est que d'une part, ce qui bloque, c'est évidemment on peut améliorer les systèmes de formation, mais moi il se trouve que j'enseigne en Tunisie régulièrement. Il y a des secteurs entiers où les gens sont extrêmement formés, ils sont au niveau international. D'ailleurs, j'ai entendu, alors donc je c'est vais pas bien vérifier l'offre d'emploi. Ce chiffre, 45% des médecins tunisiens seraient partis en Europe, en Allemagne, en France. Nous, les écoles de commerce françaises, vous le verrez, recrutent beaucoup d'étudiants extrêmement qualifiés. C'est donc bien le problème de l'offre d'emploi. Donc, le problème, c'est évidemment, on peut améliorer, spécialiser, il ne faut pas négliger cet aspect. Mais le problème essentiel, c'est le fait que la Tunisie est spécialisée sur, par exemple, de la sous-traitance de basse qualité, et que c'est l'ensemble du système économique qui doit être réformé pour changer de modèle. Et pour l'instant, ça n'est pas fait. C'est cette révolution-là que les jeunes attendent. La classe politique tunisienne, aujourd'hui, a-t-elle la volonté, les moyens de mener à bien ces réformes ? Aujourd'hui, on a une forme, en tout cas, on a une coalition assez large au pouvoir, qui va effectivement de Nida Tounes à Enarda. Est-ce que c'est plutôt un gage de stabilité ou au contraire une chape de plomb qui verrouille et qui empêche d'avancer ? C'est à la fois un gage de stabilité, mais cette stabilité, quand elle ne répond plus aux problèmes essentiels qui se posent dans l'ensemble de la société, ça devient un facteur de fragilité. Donc pour répondre très clairement à votre question, il faudrait nuancer, etc. Mais il y a une classe politique socio-économique qui tient le pays économiquement, qui n'a pas envie que ça change, qui est organisée pas depuis 20 ans, qui ne veut pas donner à la jeunesse la possibilité d'entreprendre. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que le système économique, il n'y a pas d'ambition machiavélique derrière, mais le système, la façon dont on se répartit la rente, dont on favorise des liens de clientèle, dont on tient le pays, dont on empêche l'accès au marché par des jeunes
entrepreneurs, etc. La façon dont l'ensemble des dispositifs de contrôle socio-économique font que cette classe politique, qui est d'ailleurs incarnée par un homme tout à fait respectable, mais qui a été déjà ministre de l'Intérieur en 1965, et qui est le représentant d'une classe politique et socio-économique, pas seulement la politique, qui est d'une très grande stabilité. Et c'est cette révolution-là qu'il faut faire. Je pense qu'elle se fera, mais il y a toujours un risque si la jeunesse, si Nesrine Jouani n'est pas entendue, si ce mouvement n'est pas entendu, il y a un risque de rupture dans ce mouvement démocratique, et c'est effectivement ce qui pend au nez de la Tunisie, ce qui nous pend au nez aussi au nous, c'est l'interruption de ce processus et un retour à un État autoritaire. Serge de Gallet, est-ce que c'est pas, alors peut-être pas un État autoritaire, mais en tout cas le retour à un certain ordre ancien dans cette volonté de ne rien bouger d'une certaine manière? On parle aussi de la réintégration d'un certain nombre de proches de Ben Ali, dont on sait qu'il détenait aussi les clés du pouvoir économique. Est-ce que la transition a vraiment eu lieu, ou est-ce qu'au contraire il y a eu une espèce d'organisation de ceux qui tenaient le pouvoir économique pour ne rien céder? Je vais répondre à la question, mais juste avant, une remarque. Je crois que c'est vraiment simplifié à l'extrême le sujet que de dire que la Tunisie n'exporte que des biens et services de basse qualité. Ce n'est pas vrai. Vous avez dans les secteurs des services, vous avez des entreprises tunisiennes qui tiennent la dragée haute à des entreprises européenne. Vous avez des architectes, vous avez sur un Airbus, vous avez une partie des composants qui sont produits en Tunisie. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de l'économie qui est de bas niveau, et puis il y a faut une nuancer. Partie, faut nuancer. Et c'est pourquoi les nouvelles technologies, c'est quand même elles peuvent un permettre facteur de changement très important. Elles peuvent permettre un effet de rattrapage. Alors, le rattrapage, c'est toujours compliqué, mais elles peuvent accélérer les choses, elles peuvent fournir des emplois qualifiés qui ne sont pas simplement des emplois de sous-traitants. On est dans une économie mondiale, on ne sous-traite pas, on est partenaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut bien voir, et le président Kaïd Essebsi l'a bien dit, nous sommes dans un pays qui est jeune au plan de la démocratie. Et nous sommes dans une transition politique difficile, parce qu'on est passé de décennies de pouvoir absolu à un pouvoir qui est un peu éparpillé. Il faut se rappeler qu'il y a quand même 150 partis politiques en Tunisie, qu'on a un système politique qui a été rappelé tout à l'heure, qui n'est pas très clair, justement parce que c'est un rapport de force entre les partis de l'époque. C'est un peu présidentiel, c'est un peu primo-ministériel, et c'est beaucoup parlementaire. Et naturellement, quand vous avez des partis nombreux qui ont du mal à s'entendre, des égos qui se développent, la situation est difficile. Cela étant dit, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la Tunisie est à un point de non-retour. Les libertés publiques s'exercent. Il peut y avoir des bavures policières, mais que la jeunesse s'exprime. Les organes d'expression sont multiples, que les femmes sont là pour défendre leur statut, et que, bien sûr, il y aura encore des difficultés, il y aura des délais, mais je suis persuadé que la direction est bonne. Très rapidement, et ce sera le mot de la fin, Odan Abelkanès, sur le partage des leviers de décision et du pouvoir, notamment économique. Est-ce que la Tunisie a, d'après vous, définitivement enterré ces années Ben Ali ? Ça, c'est effectivement, c'est une grande question. Juste, je voulais dire un petit mot sur au niveau de l'enseignement supérieur. Effectivement, il y a je parlais par exemple de l'université et des sciences humaines et sociales. Effectivement, les ingénieurs, les nouvelles technologies dans ce secteur-là, la Tunisie est très spécialisée et le niveau effectivement des personnes formées est très bon. Et en ce sens, les annonces faites sont pas forcément très novatrices. En ce qui concerne donc le côté transition politique, il y a quand même un État qui est très organisé, très présent, qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne encore. Je pense que c'est pour ça que le pays a pu résister aux secousses de la transition, et maintenant qui continue de fonctionner.
Merci beaucoup Aude Annabelle Canès, merci également à vous Jean-Yves Moisseron d'avoir bien voulu débattre à l'occasion donc de cette visite du président Macron, visite d'État en Tunisie. Merci Serge de Gallet et merci à Nesrine Jawani qui était avec nous en duplex de Tunis, membre du mouvement Fechnestaniou, ce mouvement qui est à l'origine de ces manifestations en Tunisie qui ont eu lieu au début de ce mois. Voilà, restez avec nous, l'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias. Un œil sur les médias, l'actualité vue du net avec vous, Kim Vaudine. On va voir le reste de l'actualité parce qu'il y avait aussi, c'était hier, le discours sur l'état de l'Union, le premier de Donald Trump depuis son entrée à la Maison-Blanche. Et ce que l'on peut dire, c'est que le président américain a surpris. Alors hop, je vous remets sur la bonne page. Alors que l'on s'attendait une fois de plus à des déclarations fracassantes, eh bien Donald Trump a montré un tout autre visage lors d'un discours d'1h20 devant un congrès réuni au grand complet. Les Américains ont pu assister à un virage à 180 degrés, du moins dans le ton employé, puisque Donald Trump s'est montré plutôt conciliant et optimiste, comme nous le dit le Wall Street Journal. L'auteur de cet article écrit « Alors que les Américains ont souvent vu le Trump énervé, le Trump qui divise, parfois même le Trump réservé, il a cette fois voulu montrer quelque chose de différent, le Trump optimiste, celui qui rassemble et qui appelle les Américains à l'unité. » Pour le Washington Post, Donald Trump a même pour la première fois agi comme un président. Le quotidien est très souvent critiqué par le président et il n'a pas hésité à le tacler à nouveau. L'auteur écrit « Après un an de présidence, Donald Trump s'est enfin montré capable de lire un texte sur un prompteur. » L'article poursuit en disant que de toute façon, comme les décisions du président sont toujours un peu des notions temporaires, ces appels à l'unité pourraient bien être contredits sous peu. Enfin, pour le Quartz, c'est le comble puisque le discours sur l'unité a finalement divisé encore plus l'Amérique, notamment sur les thèmes de l'immigration, vous en parliez dans votre journal. En tout cas, ce que les téléspectateurs n'ont pas manqué d'entendre, dans ce discours, ce sont les nombreux applaudissements du président qui s'est en fait applaudi lui-même. Et ça a fait visiblement beaucoup de bruit dans les micros. Si l'on en croit cette twitto qui implore le président d'arrêter d'applaudir devant son micro. On a cette autre internaute qui dit, s'il vous plaît, ça me fait mal aux oreilles. Enfin, Ben se demande, lui, pourquoi Donald Trump s'applaudit-il lui-même? C'est presque comme s'il était narcissique. Bref, vous l'aurez compris. Et bien sûr, la toile, on en a beaucoup parlé à tel point que le Daily News en a fait sa une. Donald Trump avait visiblement une sacrée réserve d'applaudissements, ironise le journal. Autre sujet dont on parle beaucoup ici, même en France, c'est cette affaire Daval, cette femme tuée par son mari. Alors, il est passé aux aveux après avoir longtemps nié. Une femme tuée par accident, d'après les avocats du mari, ce qui révèle en fait bien plus qu'un simple fait divers. Oui, pour vous resituer donc brièvement, Alexia Daval, c'est cette jeune femme de 29 ans retrouvée morte, partiellement brûlée, dans un bois de Haute-Saône en octobre dernier. On avait donc parlé de la joggeuse disparue, de la joggeuse tuée. Comme vous le disiez, donc son mari vient de passer aux aveux. Ses avocats affirment donc qu'il l'a tuée par accident. Et ce qui s'apparente au départ à un fait divers est en train de devenir en tout cas un véritable fait de société. Ce n'est pas un meurtre de joggeuse, mais un féminicide. Ses vertus, a rappelé Agathe Rang dans cet article du Nouvel Obs. Pourquoi, finalement, dit-on un meurtre de joggeuse? Est-ce qu'on dit meurtre d'une femme qui portait des chaussures ou encore meurtre d'une femme qui portait un t-shirt en été? Eh bien non, il n'y a pas de meurtre de joggeuse, il y a des femmes tuées par des hommes, nous dit l'auteur de cet article. Finalement, en cantonnant cela à un simple meurtre de joggeuse, en nous disant attention, il est dangereux d'aller courir quand on est une femme, pour cette journaliste, c'est dépolitiser et réduire finalement à une question de sécurité individuelle le fait de société que constituent finalement ces violences faites contre les femmes. Il est donc important d'utiliser les mots avec parcimonie et d'ailleurs Marlène Schiappa a réagi en fait justement aux mots employés par les avocats qui ont parlé donc de meurtre accidentel ou encore de personnalité écrasante qu'avait justement cette jeune femme pour justifier. Eh bien non, pour ceux qui se demandent encore ce qu'est un exemple de victim blaming, en voici un. Merci, qui vous dit. Voilà, c'était l'actualité vue du net. Un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.